Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. À quelques jours du déconfinement, je reçois des représentants de secteurs qui ne pourront pas rouvrir le 15 décembre. Bars, restaurants, discothèques, dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui? On en parle juste après le générique. Ce sont les grands absents des mesures d'assouplissement du confinement qui sont annoncées pour le 15 décembre. Les bars, les restaurants, les discothèques ne pourront pas rouvrir avant plusieurs semaines, voire davantage. Comment ces professionnels vivent-ils cette période en Limousin? Comprennent-ils les décisions du gouvernement? Quelles sont leurs attentes, leurs craintes pour l'avenir? Le secteur pourra-t-il se relever de cette année 2020? Resto, bars, discothèques, les oubliés du déconfinement, c'est le titre de cette émission. Pour en parler, je reçois trois invités. Philippe Simon, bonjour. Bonjour. Vous tenez le restaurant Le Pontico à Limoges. Vous êtes membre du collectif La Révolte des Tabliers. Jean-Luc Viginia, bonjour. Bonjour. Vous tenez le restaurant Le Montauban à Brie. Vous êtes le président de l'UMI en Corrèze, Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, le principal syndicat représentatif de la profession. Et enfin, Pierre Bonnecorps, bonjour. Vous êtes une figure des Nuits Limougeaudes, vous êtes animateur, patron de discothèque et représentant de la FED, le syndicat historique des discothèques. Merci à tous les trois d'être avec nous ce matin pour cette émission qui vise à faire comprendre au grand public la situation des professionnels et leurs attentes. On va commencer par l'image de la semaine. Jean-Luc Viginia, vous étiez dans la rue cette semaine devant la préfecture de Tulle avec une centaine de professionnels. C'est pas une habitude pour la profession de manifester comme ça. Ah non, pas du tout. Nous, on aime travailler, mais nous, d'être dans la rue, de manifester, c'est pas notre truc. Mais il faut bien réagir. L'État nous a fermés arbitrairement, on ne sait pas comment. Il va bien falloir qu'on réagisse. Nous, on a appris les fermetures, pour parler que celle du 15 mars, où on a appris à 20h qu'on était fermé à minuit. C'est-à-dire que ça engendre énormément de problèmes, d'élimination des stocks, de personnel, etc., etc. On s'est retrouvé dans un véritable bazar. Et maintenant, deuxième confinement, on n'attendait rien, on n'a eu rien. On sait... on est fermé. Alors, mais qu'on assume, que les gens qui nous ont fermés assument la totalité de nos coûts, de nos charges, de la détresse psychologique des gens qui vont en entraîner. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Et pour l'instant, c'est pas le cas. On est loin du compte. Ouais. Philippe Simon, Pierre Bonnecorps, vous aussi, vous avez défilé. C'était dans les rues de Limoges il y a quelques jours pour les mêmes raisons. Votre situation aujourd'hui, Philippe Simon, comment ça se passe pour vous ? Un petit peu de vente emportée, bon gré mal gré. C'est vrai qu'on a quand même le soutien de nos clients qui est indéfectible et qui fait chaud au cœur pour permettre de continuer. Mais financièrement, effectivement, on est quand même très très loin d'une activité normale et on est quand même au suspens du bon vouloir des décisions de nos gouvernements. Et ça, c'est très problématique parce qu'on n'a aucune visibilité. Pierre Bonnecorps, pour vous, c'est pire puisque vous n'avez pas rouvert du tout depuis le mois de mars. Depuis le 14 mars, nous sommes complètement fermés. Et puis alors là, on nous a annoncé le samedi soir à 20h, on a appris ça au Journal National, que nous devions fermer le soir même à minuit. Donc tout le monde est resté un petit peu interloqué, quoi. On se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui nous arrive là? Alors au départ, on prenait un petit peu ça à la rigolade, on disait, bon, ça va nous faire un peu de vacances, quoi. Et puis voilà. Et puis on se rend compte que petit à petit, c'est plus la rigolade, ça devient pesant. Et puis ça nous met face à une situation financière qui est pour certains catastrophique, parce que on a déjà 300 établissements en France qui ont bouclé. On dit un quart quasiment des discothèques en France. Pratiquement. Donc c'est le cas ici aussi chez nous. Il y a 1600 établissements de nuit en France, 1600 établissements des clubs et discothèques. On en a 300 qui sont en redressement aujourd'hui, et dont 100 qui ont déjà fermé leurs portes. Il y a des situations qui vous inquiètent ici chez nous, par exemple, en Limousin ? Oui, on a des collègues qui sont très mal parce qu'ils n'ont pas de perspective d'avenir. Vous savez, dans notre métier, là, on se rend compte que depuis le départ, on navigue à vue. On ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. On ne sait pas où on va. Alors, on a des instances syndicales qui ont essayé de faire front tout de suite, qui nous ont apporté quand même une grosse aide, à la fois morale et économique, puisque
que ça soit l'UMI, la version nuit pour ma part, en ce qui me concerne, ou alors nous, la FED, c'est-à-dire le syndicat, un des plus vieux syndicats de discothèques en France, nous avons des contacts permanents entre nous et on arrive à demander à l'État par ce système qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire que à peu près tous les 15 jours, il y a une visioconférence où tous les dirigeants sont là, ils font le point, chacun apporte ses idées. Et puis, je pense qu'on va arriver à un consensus qui va être quand même quelque chose de correct. Voilà. Alors, votre quotidien, il est rythmé, on le dit, par les allocutions du président qui annonce un certain nombre de choses régulièrement. Emmanuel Macron, il a été apostrophé le 26 novembre par des collectifs de restaurateurs, mais des grands noms de la gastronomie aussi, Pierre Gagnère ou Anne-Sophie Pic. C'est dans une tribune du Figaro. On va en voir un extrait. Vous ne pouvez pas vous afficher avec nous à l'Élysée lorsque les temps sont fastes et nous ignorer lorsqu'ils sont néfastes. Nous vous demandons solennellement de nous recevoir avec d'autres solutions que des rideaux de fumée ou des hochets qui ne serviront qu'à retarder notre effondrement. C'est des mots qui sont très forts. Est-ce que vous craignez des gestes désespérés, Jean-Luc Viginha ? Évidemment, parce que nous, on est entre guillemets au courant, on a des infos, on essaye de les distiller par différents intermédiaires, par la préfecture, par les médias, par les chambres de commerce, par les chambres des métiers, etc., etc. Mais il y a tout un tas de gens qui passent sous radar. Je vais prendre un exemple d'un tout petit restaurateur qui, lui, il en est à 1000 balles près. Donc, il va pas faire attention. Il est la tête dans le guidon, il est amoureux de son boulot et il s'aperçoit que sa tôle vaut plus rien. Donc, lui, il est dans le même contexte. Et vous lui dites quoi aujourd'hui, qu'il y a quand même quelques démarches à faire, peut-être, auxquelles il n'aurait pas pensé, par exemple ? Oui, c'est évidemment qu'il y a des choses qui arrivent avec beaucoup de retard parce qu'il a fallu que nos organisations syndicales, j'aime pas syndicales, mais professionnelles, bougent, remuent le cocotier pour obtenir des miettes. Des miettes, parce qu'aujourd'hui, on nous tient la tête hors de l'eau, mais c'est tout. C'est tout. On ne sait pas comment va se passer l'avenir. Donc, comment on le voit, il y a des gens qui vont passer sous le radar. Par exemple, les distributeurs de boissons. Je ne parle pas des hard drinks, mais des soft drinks, le coca, qui ont des dates de la bière, qui ont des dates limitées, qui jettent leur stock. On va prononcer le mot. Est-ce que vous craignez qu'il y ait des suicides, par exemple ? Bien malheureusement, oui. Alors, moi, je dirais des gestes désespérés, parce que c'est forcément des gestes désespérés, avec des gens qui peuvent prendre une arme pour malheureusement mettre fin à leur jour, mais qui peuvent tirer dans le tas. Et moi, c'est ça qui me fait peur. C'est des gens qui sont au bout du rouleau et qui psychologiquement vont être fragiles parce qu'on les atteint dans ce qu'ils sont, dans leurs âmes, dans leur famille, dans leur business. Donc, ils sont très, très inquiets. Voilà. Et nous, on essaye de tout faire pour les soutenir. On essaye qu'ils ne passent pas au-dessus du radar. Et voilà, c'est tout. Pierre Bonnecorre, en préparant cette émission, vous me disiez il y a déjà eu des cas de suicide en France. Enfin, vous en avez connaissance. Oui, effectivement, on a vu sur les réseaux sociaux des vidéos de gens qui essaient d'alarmer de leur situation parce qu'ils étaient dans un état financier qui était déplorable, au bord du gouffre, parce qu'il y a des gens, vous savez, qui ont tout investi dans l'ouverture d'un établissement, et puis du jour au lendemain, comme ça, on les ferme. Ils n'ont pas d'entrée d'argent, ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille, parce que derrière, on en discutait tout à l'heure entre nous, mais on a tous des affaires, bien sûr, mais derrière ces affaires, il y a une famille, il y a tout un consensus familial et économique qui sont liés, et ça veut dire que, malheureusement, quand l'un meurt, l'autre aussi, souvent. Et il y a déjà eu 4 suicides qui se sont produits en France et en Belgique à côté. C'est terrible, quoi. Pas seulement des restaurateurs ou des discothèques, mais un coiffeur, un barbier. Bon, c'est dans tous les commerces que les gens aujourd'hui sont au bord du gouffre. Philippe Simon, pour vous, c'est toute votre vie, votre restaurant. Mon métier et ma vie, déjà, de toute façon. Donc, le restaurant n'est que la finalité de ce que j'ai entrepris depuis début de 20 ans. Ça fait 5 ans que je suis à mon compte. 5 ans qu'on travaille nuit et jour à faire prospérer notre activité, à faire plaisir à notre clientèle. Et c'est vrai qu'au-delà du côté financier, on a investi aussi de notre vie personnelle au détriment de notre vie familiale, de notre vie sociale. On est coupé de nos amis, on est coupé de notre famille, très souvent qui ont du mal à comprendre justement pourquoi on s'investit autant. Mais nous, c'est notre raison de vivre. On fait des métiers de passion.
Voilà. Et ça, je pense que c'est très important à souligner. Et malheureusement, avec le contexte actuel, ce métier passion-là est en train de se transformer en métier cauchemar. Dire qu'on va perdre bien au-delà du côté pécunier ou du côté affaires, il va y avoir des vrais drames sociétaux dans les mois à venir, parce que quand les gens vont perdre leur outil de commerce, perdront leur vie de famille, leur vie sociale et qu'il ne leur restera plus rien, effectivement, là, on pourra craindre le pire. Bien au-delà du côté suicide qui est déjà catastrophique et dramatique à titre personnel. Mais je pense qu'effectivement, on risque de franchir un palier supplémentaire quand on arrivera à cette situation-là. Vous pensez à jeter l'éponge, par exemple? Ça vous est arrivé d'y penser? Ça m'arrive d'y penser, oui, comme tout à chacun. Décemment, je ne vois pas quelqu'un dire super, je me contente de la situation et du petit billet que M. Macron nous tend pour essayer de survivre. Non, effectivement, on a toujours aussi nos lots de jours sans. Et heureusement, on a notre clientèle qui nous fait garder cet entrain et nous fait lever le matin parce que, voilà, comme je disais, ce côté passion-là, ce côté relationnel que l'on peut avoir, moi, avec mes petites personnes âgées dans mon quartier que je livre tous les jours sur les repas emportés, avec ma clientèle qui va passer devant le commerce pour me faire juste un petit coucou, savoir comment je vais, même s'ils vont pas m'acheter quelque chose. Voilà, il y a une entraîne, il y a une solidarité qui est aussi relationnelle, qui n'est pas que commerciale. Et heureusement qu'il y a ce côté-là. Alors, la restauration en Limousin, on va voir quelques chiffres. Ça représente 1663 établissements pour 4339 salariés. Ce sont des chiffres fournis par les chambres de commerce. Il y a aussi le monde de la nuit, à peu près 60 établissements pour 200 salariés. On va faire le point très concrètement. Vous dites que donc aujourd'hui, les aides sont insuffisantes. Qu'est-ce que vous avez touché jusqu'à présent de la part de l'État, Jean-Luc Viginia, concrètement? Concrètement, depuis le début, depuis le 15 mars, j'ai touché à peu près 5 000 euros. Vous voyez, je dois faire à cette époque-là, à peu près, sur cette période-là, à peu près 80 à 90 000 euros de chiffre d'affaires. À vous d'en déduire ce que vous voulez. Vous voyez que c'est... Et très content d'avoir reçu ces 5 000. Il y en a qui les ont pas reçus. C'est ça le problème. Comment c'est possible, ça? Eh bien parce qu'ils sont passés, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont passés sous les radars. Et puis c'est du fait de leur statut? Leur statut, des fois, ils sont patrons de leur société, et le seul et unique patron. Et voilà, donc ils sont... Ah, vous êtes dirigeant, monsieur, vous avez droit à rien. C'est-à-dire, patron, vous avez choisi d'être patron, c'est votre problème. Mais c'est pas ça le truc. On a des salariés, on a des gens nos collaborateurs avec qui on vit. On est dans des petites affaires familiales où on vit pas avec un numéro. On vit avec des gens qui ont des vies et nous, on est ce métier-là, on est ce métier du social, du bien-vivre, de la culture, du sport. Et nous, on est peut-être cette finalité-là où les gens se rejoignent pour parler du dernier livre qu'ils ont lu, du dernier match qu'ils ont vu, de la dernière émission télé, du dernier film, de la dernière pièce. Donc toutes les mesures comme ce prêt garanti par l'État, le chômage partiel, ça c'est bien, mais c'est pas suffisant, quoi. C'est ça que vous voulez dites. Que je vous parle du prêt garanti par l'État? Le PEG, on nous a fait dire c'est très bien, vous pourrez emprunter ce que vous voulez. Et on nous dit vous allez pouvoir le rembourser en mars 2022, sauf que c'est un prêt européen et qu'il a que 6 ans de valeur. C'est-à-dire que quand les gens vont commencer à rembourser en 2022, ils n'auront plus que 4 ans pour rembourser ce prêt. Inutile de vous dire qu'il va falloir qu'ils cravachent au chiffre d'affaires juste pour rembourser leurs dettes. Pas investir, pas embaucher, pas augmenter leur salaire. C'est ça le vrai problème. C'est qu'ils vont n'avoir qu'à payer de la dette. Et quand vous n'avez comme pour but que de payer de la dette, vous avez des gens, comme le dit parfaitement monsieur, vous avez des gens qui disent on laisse tomber, on s'en va, on arrête. Voilà. Philippe Simon, vous avez eu droit à un certain nombre de choses déjà depuis le mois de mars. Comment ça s'est passé pour vous? 3 fois l'aide à 1 500 euros sur le premier confinement, une exonération rétroactive des charges sociales sur le mois de mars, ce qui équivaut à peu près à 700 euros. Et puis l'aide pour les 2 jours du mois d'octobre, qui, à mon sens, sont disproportionnées. Il aurait mieux valu concentrer sur des aides un peu plus importantes sur le mois de novembre pour tout le monde et expliquer de manière claire pour tout le monde, plutôt que de vouloir effectivement tendre un petit billet à gauche à droite, histoire de contenter un petit peu, et puis finalement diviser, parce qu'on crée de la frustration. Il y a une communication qui est, à mon sens, trop bien ficelée, justement, et qui est incompréhensible pour nous professionnels. Il n'est pas normal que, par exemple, les entreprises de plus de 50 salariés n'aient eu le droit à rien au premier confinement, sous prétexte que ce sont des moyennes entreprises. Mais moyennant quoi?
parce que vous avez 50 salariés, que vous dégagez moins de charges, moins de chiffre d'affaires. Tout est exponentiel. Le loyer est plus important, les charges fixes sont plus importantes, la masse salariale est plus importante. Et je pense aussi ça a été les oubliés du premier confinement. Alors effectivement, sous la pression populaire, sous la pression effectivement de nos représentants professionnels qui ont contribué à faire avancer un peu les choses, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Alors pour bien comprendre à quoi ressemble le quotidien d'un restaurateur en ce moment, nous sommes allés à la rencontre d'un couple de jeunes Limougeaux. Ils sont propriétaires du petit café-restaurant qui s'appelle la Récré des Papilles. Comme beaucoup de leurs collègues, ils proposent comme vous des plats à emporter. Emmanuel Brault et Louis Claveau les ont rencontrés. On regarde. La Récré des Papilles, bonjour. Désormais, c'est par téléphone et sur Internet que Tiffaine prend les commandes. Depuis un mois, ce restaurant, comme tous les autres, est fermé. Mais le couple n'est pas du genre à baisser les bras. Ça va, on essaye de tenir le bon. C'est notre fil rouge avec mon mari, c'est de garder le moral, garder ce lien aussi avec les clients. Dès 10h, Nathanaël se met au fourneau et commence à préparer les commandes avec Salima, sa cuisinière. On garde aussi contact avec nos salariés qui viennent travailler chacun à leur tour 2 heures par semaine. Donc c'est des heures du coup qu'on paye et qui ne sont pas pris en charge par l'État, mais nous on garde le lien avec notre équipe et ça nous permet de garder le sourire, d'avancer et de continuer de se battre. Pendant le confinement, Tiffaine et Nathanaël proposent une quinzaine de plats à emporter. Ils ne travaillent que des produits frais, ce qui leur a sans doute permis de limiter les dégâts. Leur chiffre d'affaires n'a baissé entre guillemets que de 40% par rapport à novembre 2019. Les clients fidèles sont toujours au rendez-vous. On est ravis de les revoir très régulièrement. C'est toujours un bonheur de les accueillir, malgré la frustration de ne pas pouvoir les chouchouter ici. Ils traversent un moment qui est compliqué, on le sait tous. Donc si on peut les aider dans leur action, ils s'adaptent à nous. Alors la moindre des choses, c'est qu'on puisse les faire travailler. Ils le méritent. Avec 2 enfants en bas âge, le couple a du mal à joindre les 2 bouts en cette période compliquée. Encore 1 mois et demi à tenir au minimum, une situation qu'ils ont du mal à admettre. On voit des supermarchés pleins, on voit les halles qui sont pleines tous les week-ends, on voit des gens à touche partout. On peut aller chez l'esthéticienne, voilà. Donc pourquoi nous, j'ai pas envie que les autres ferment pour autant, j'ai juste envie qu'on puisse nous travailler convenablement dans des conditions raisonnables. Comme tous leurs collègues restaurateurs, Tiffaine et Nathanaël attendent maintenant les aides promises par l'État et espèrent surtout reprendre une activité normale le plus vite possible. Alors reprendre une activité, ça pourrait être donc le 20 janvier, si les conditions sanitaires sont bonnes. Vous aimeriez rouvrir avant, Jean-Luc Viginia, c'est ça que vous réclamez, sous certaines conditions ? Alors nous, on demande juste les conditions, on les avait, nous on demande juste de bosser. Les conditions, on les a faites, on a mis les gestes barrières, on a mis du gel, des QR codes, on a doublé les couverts, on a fait tout ce qu'il y avait, on a diminué nos tables par 2, et on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Et aujourd'hui, une fois qu'on a fait ça, on nous dit « Ah non, mais vous êtes fermés. Par contre, la cuisine de l'Assemblée nationale n'est pas fermée, le restaurant... Les relais routiers, les restaurants collectifs... Les trucs collectifs ne sont pas fermés. Donc il y a un petit peu d'incohérence. L'incohérence, elle n'est pas nouvelle, elle est depuis le début. Les gens ne comprennent pas. Il y a une rupture d'égalité, quoi, en fait. C'est ça. C'est ça. Écoutez les gens, ils disent « Nous, on est fidèles, on les soutient parce qu'ils voient bien que c'est incohérent, que ça ne tient pas la route une seconde. » Donc c'est ça qu'on demande. Nous, on demande juste à bosser. Réouverture le 15, le 20, ça ne veut rien dire. Voilà. Après, il y a l'exemple catalan. Les bars et les restaurants, ils ont ouvert sous de strictes conditions le 23 novembre. Et les cas, ils ont fortement augmenté. C'est peut-être ça aussi que craint le gouvernement. Quand il y aura le Covid-22, le Covid-23, le Covid-24, on va faire comment ? On va se mettre sous terre, on va rentrer dans un métro, on va creuser des galeries pour s'enterrer, on va faire comment ? On va arrêter de vivre ? Il faut s'adapter, c'est ça que vous dites. Évidemment, il y a des grippes, il y en a. Enfin, malheureusement, les maladies dans ce monde sont là depuis tout temps, laissons les gens vivre, et puis ça fait malheureusement partie de la vie. Alors on va me rétorquer, oui, mais vous vous rendez compte, si vous êtes malade, est-ce que vous voulez être soigné, machin ? Je dis, mais ça fait partie, et si, voilà, c'est comme ça. Je suis désolé, les décisions sont incohérentes et on ne comprend pas. On ouvre les stations de ski, mais pas les remontées mécaniques. Ça nous fait encore beaucoup rire. Philippe Simon, est-ce que vous vous sentez soutenu par les politiques, par exemple, locaux ? C'est très compliqué. À vrai dire, on pourrait estimer être soutenu, mais quand j'entends effectivement M. Guérin de la Limoges Métropole affirmer vouloir prendre en charge au moins le loyer de novembre
pour les commerces, pour les baux commerciaux. Il oublie de préciser que c'est que partiellement, que c'est sur une base de hors-taxe, qu'il faut fournir une liste de 2 pages de justificatifs. Après, à la limite, il faudrait peut-être aussi fournir le carnet de vaccination, savoir si on a de la fièvre. Non, au bout d'un moment, j'ai tellement de choses à faire en ce moment que ce sont des conditions que je n'ai pas envie, moi, d'engager pour juste avoir 60% de mon loyer. Et c'est vrai que là encore, ça rejoint, même si l'esprit est là, mais ça rejoint tout à fait les mesures gouvernementales. C'est que de la parole, mais pas de l'action. L'action, c'est tous les jours que nous, on y est. C'est tous les jours que les familles souffrent. C'est tous les jours qu'on voit nos comptes en banque, qu'on a les banquiers derrière pour faire le lien. Et ça, c'est un vrai souci. On n'a pas besoin de déclarer 3 feuilles pour dire on est sur le point de rupture. Et le jour où on va y arriver au point de rupture, on risque de passer à la vitesse supérieure socialement. Ça va être très difficile à gérer. Et on parlera plus de Covid. Là, ça sera complètement différent. Pierre Bonnecorre, là, on a une date pour les restaurants, ce serait le 20 janvier, mais pour les discothèques, il n'y en a pas pour l'instant. Je vais être franc avec vous. Oui. Contrairement à mes collègues, souhaiter une ouverture dans n'importe quelle condition, pour nous, c'est pas possible. Voilà. C'est notre argumentation, nous, à la fête depuis le début, c'est-à-dire que on n'est pas pour une ouverture où on doit obliger nos clients à porter des masques, à avoir une distance sociale, une distanciation sociale dans l'établissement. Pourquoi ? Pas parce que nous sommes des vilains canards, parce que je pense que jusqu'à présent, justement, on a fait preuve de notre bonne volonté. Mais quelqu'un qui a bu un petit peu d'alcool, qui a consommé un petit peu d'alcool, comment vous faites pour le gérer à 3 heures du matin, quand il en est à plusieurs verres, avec ce qu'il y a comme agressivité ou comme bizarrerie qui se passe des fois dans nos services? Comment voulez-vous gérer ça? Mais on parle de ce qu'il est possible de faire. Et là, franchement, je nous vois mal dans nos métiers imposer des mesures strictes comme ça à notre clientèle, parce qu'on ne va pas être capable d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est la fin des discothèques ? Ah non. Non. Nous, on se bat pour ne pas ouvrir n'importe comment. Par contre, je vais vous dire que il est une évidence, c'est que nous avons une difficulté à pouvoir tenir un protocole hygiénique dans nos établissements. Ça, c'est clair. Mais par contre, vous savez, madame, on veut pas être pris pour des dindons. On se dit, on nous a fermés. On nous oblige à rester fermés avec les charges que nous avons. Mais dans ces cas-là, il faut payer nos charges. On demande à ce que nos charges soient prises en compte totalement et pas des mesures à la petite semaine comme on est en train de faire. Il existe des incohérences. Je rejoins mon collègue tout à l'heure, voilà, tout à fait. Je le rejoins dans ce qu'il disait. Il existe des incohérences, mais qui sont inadmissibles. On veut obliger des gens à faire des choses qui ne sont pas compatibles avec ce qu'ils peuvent faire et avec le social qu'adoptent les gens dans une certaine condition et dans une certaine partie de leur loisir. Alors, vous savez, on a vu ce qui s'est passé l'été. Le gouvernement a fait preuve d'un laxisme, mais incroyable, en laissant ouverts certains établissements, et notamment des bars, des restaurants qui ont fait n'importe quoi, notamment sur les côtes, que ce soit en Méditerranée ou en Atlantique. Les types ont fait n'importe quoi dans leurs établissements. Ça a été la fiesta boum boum de tous les côtés. Et derrière, explosion de la clientèle dans ces établissements, explosion du Covid derrière. Ben, excusez-moi, mais moi, je ne suis pas d'accord. À cause de tous ces gens-là qui n'ont pas pris bien la mesure de l'importance du problème, eh bien, les gens comme moi, on est restés fermés. Et aujourd'hui, on est fermés. Je ne suis pas d'accord pour qu'on reprenne le même système avec les mêmes gens et qu'on laisse encore des gens faire mon métier. Mon métier, je sais le faire et je le fais sous certaines conditions qu'on nous impose. Il nous reste quelques minutes d'émission. Si jamais la date du 20 janvier est remise en question, Jean-Luc Vigignac, qu'est-ce que vous craignez à ce moment-là? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Ce qui pourrait se passer, la colère est tellement sourde, tellement... on ne sait pas.
On ne sait pas. Moi, je dis, le vaccin n'est pas obligatoire. Il deviendra. C'est-à-dire que globalement, il y aura une troisième vague. Vous verrez, on en reparlera, mais il y aura une troisième vague et on nous dira, eh bien, si vous avez l'appli Covid et si vous êtes vacciné, vous pourrez accéder aux restaurants, aux boîtes de nuit, aux discothèques, vous pourrez accéder au sport, à la culture. Voilà, là, il n'y aura plus de problème parce qu'il va bien falloir éliminer toutes ces doses de vaccins qu'on a commandées. Voilà à peu près comment on joue à l'avenir. Bon, ça sera d'autres conditions pour travailler, mais on perd de ce qu'est notre métier. Vous savez, moi, je suis un colibri. Il y a un incendie de forêt, je fais ma part. Voilà, goutte à goutte, je fais ce que j'ai à faire. Et je voudrais qu'il y ait des millions de colibris, c'est tout. Et Philippe Simon, comment vous voyez les semaines qui viennent ? J'abonde complètement dans le sens de monsieur. Effectivement, j'aurais pas osé le dire pour le vaccin, mais je suis à 200% d'accord. Et malheureusement, officiellement, on va pas nous imposer le vaccin, mais on mettra des conditions d'accès, effectivement, sur tout ce qui va être social, culturel, et qui nous empêchera finalement de vivre pleinement notre vie d'avant si on n'aura pas eu le vaccin. J'aurais pas osé, mais bravo, c'est bien, je vous emboîte le pas. Pour le coup, je suis vraiment d'accord avec vous. Mais pour ma part, effectivement, je pense que la colère va faire que grandir, non pas par rapport à une date d'échéance, mais par rapport aux conditions de prise en charge. Pour finir et rebondir, il est inacceptable que les assureurs n'aient pas joué le jeu. Pas à coût de quelques millions de mesurettes qu'il y a eu au premier confinement ou lors du deuxième. Parce qu'effectivement, s'ils ont pu y participer, je pense que intégralement, la somme a été très mal répartie. Ceux qui ont pu tirer leur épingle du jeu, effectivement, sont les plus gros restaurateurs qui avaient peut-être des clauses et qui ont fait jouer leur aura médiatique, tant mieux pour eux. Mais effectivement, nous, à notre niveau, on est très loin du compte. Merci. Un dernier mot, Pierre Bonnecorre. Est-ce que vous imaginez déjà une fête de retrouvailles avec les clients de vos établissements ? Mais on en rêve. On ne l'imagine pas, on en rêve. Mais voyez-vous, on parlait d'incohérence jusqu'à présent. Regardez, aujourd'hui, on nous annonce 100 millions de doses de vaccins. C'était annoncé hier par le gouvernement. Aujourd'hui, les grandes instances pharmaceutiques viennent d'annoncer qu'ils ne pourront pas les livrer car ils ont privilégié le marché américain. Un jour, on dit oui, le lendemain, on dit non. On nage dans l'à peu près, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'être venus en parler sur ce plateau. On espère que nos téléspectateurs ont bien mesuré la situation qui est la vôtre. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir sur notre site internet dans quelques instants. C'est le Flash Info en Limousin, puis Dimanche en politique continue. Francis Letellier reçoit Xavier Bertrand. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera la dernière émission de l'année 2020. Mon invitée sera Marie-Françoise Fournier, élue maire de Guéret en juin dernier. Elle fera avec nous le bilan de ses 6 premiers mois de mandat. À dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous.